Je vais vous présenter un petit film, un montage, qui n'est pas forcément un montage de mes films les plus récents, mais je vous expliquerai pourquoi, ce qu'il peut traduire, et ça sera peut-être une bonne base de discussion. Et ensuite, voilà, si ça se passe sous la forme d'une discussion, c'est... Si vous n'en êtes pas très content, ou si le seul mérite d'un travail, c'est d'être sorti finalement, et que ça ne vous représente pas dans ce que vous souhaitez faire, ne le montrez pas.
pousser vraiment les choses, montrer vraiment ce que vous avez envie de faire. Et moi, je me suis appliqué cette propre méthode dès le début où j'ai commencé à travailler dans ce métier, où je ne montrais rien de ce qui ne représentait pas réellement mon approche et ce que j'avais envie de faire. Donc, pendant qu'on discute, en fait, je vais juste laisser. Ce sont des images de tournage. Ça permet aussi d'illustrer la formidable quantité d'énergie, de passion, parce qu'il en faut énormément lorsqu'on parle de la création, et toute la dimension humaine qu'il y a également derrière ces projets, et qui est pour moi absolument essentielle. Il y a dans le sujet même du mois, qui est Hidden, j'ai trouvé une certaine résonance avec mon propre travail, et je vous montrerai peut-être d'autres images ensuite. Surtout dans mon travail de photographe, mon travail personnel, j'ai une approche qui est souvent assez suggestive, assez impressionniste, où je ne cherche pas forcément à exposer les choses d'une manière frontale et directe, mais plus à les suggérer. Ça rejoint un petit peu en résonance le sujet donc, de Hidden. Il y a un artiste contemporain qui s'appelle Marcos Lutyens, qui est dans la préface d'un de mes livres, avait dit quelque chose que je trouvais très joli et assez poétique. Il avait dit que j'obscurcissais avec la lumière. Et c'est vrai qu'il y a une façon, pour moi, que je trouve toujours assez magique, lorsqu'on veut traduire un moment, une émotion ou une image, ou une atmosphère, c'est plutôt de l'exposer frontalement, c'est plutôt de la suggérer. C'est de laisser des parts dans l'image, ou même dans le film, des parts qui resteront inexplorées, qui permettent à l'imaginaire du spectateur de prendre le relais. Lorsque tout un chacun va en vacances, et on va dans un endroit merveilleux, et voilà, un coucher de soleil incroyable, sur une plage incroyable, enfin tout y est, on commence à faire des photos et arrivé à Paris, on les montre. Et la réaction, généralement, c'est de dire « mais non, mais c'était beaucoup mieux que ça, c'était beaucoup mieux ». Lorsqu'on essaie de parler de ce moment-là et qu'on montre des photos à ses amis, on est toujours un petit peu en dessous, et on se sent en dessous. Parce que les photos rarement traduisent la magie de ce moment-là. Parce que même si la photo est très belle, même si on a un superbe coucher de soleil, etc., en fait, ce qui rendait ce moment réellement magique, c'est pas seulement l'image, loin de là. C'est tout ce qui était de l'ordre du sensoriel. C'est le toucher le sable avec ses pieds, c'était les odeurs sur le moment, c'était le vent dans les cheveux, c'était tout ce que l'on ressent, la personne avec qui on était, ce qu'on a fait juste avant, ce qu'on a fait juste après. C'est toute cette polysensorialité qui fait que le moment était merveilleux. Dans un film, par exemple, plutôt que de décrire une pièce en un plan, au grand angle, en ouverture, je vais plutôt chercher qu'est-ce qui traduit au mieux, de manière détaillée, l'âme de cette pièce, sans forcément la montrer dans son entier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez constant dans mon travail, aussi bien filmique que photographique, et c'est une façon aussi de rejoindre donc, le sujet du mois. Donc ça sont des images de tournage qui ont été prises. Bon, ça c'était un souvenir assez. Je peux en parler parce que c'était un tournage en Islande, et la machine qu'on a vue qui est renversée s'appelle un Russian Arm. Et à l'époque, le Russian Arm, il y en avait 2 dans le monde. Premier jour de tournage, vraiment première prise, et on devait poursuivre, entre guillemets, faire une voiture de compétition, celle que vous avez vue. Et première prise, au premier virage, notre pilote de rallye à nous s'est pris au jeu un petit peu trop, visiblement, et on est rentré dans la voiture. Bon, il n'y a pas eu personne n'a été blessé, donc ça c'est déjà une première chose essentielle. Mais sachant qu'il n'y en avait que 2 dans le monde, et qu'on était au premier jour de tournage, et que le tournage avait duré 9 jours, et que j'avais quasiment tout basé sur cet outil. Pendant 1 heure, on s'est dit, bon, on arrête tout. Évidemment, les gens d'Audi étaient catastrophés, enfin tout le monde était catastrophé, l'équipe était démoralisée. Et j'ai fait le tour de la voiture plusieurs fois, et puis au bout d'un moment, j'ai vu qu'il y avait quand même un angle, qui permettait de filmer cette voiture et que ça fasse un peu illusion. Donc on a démonté le bras, on l'a monté sur un monospace de la régie, enfin vraiment, et on a fait tout le film comme ça avec le bras à moitié démonté, coupé en 2, avec la caméra de secours, et on a fait tout le film comme ça. On avait l'équipe sport d'Audi, ceux qui sont habitués à faire des rallyes, des compétitions, les 24 heures du Mans et tout. Eux, ils étaient complètement abattus, mais je suis allé les voir, je leur ai dit, bon, est-ce que cette voiture, elle peut rouler dans 4 heures? Ils m'ont dit non en fin de journée. Non, écoutez, 4 heures. Et du coup, ça les a remotivés. Ils se sont retrouvés dans un contexte qu'ils connaissent bien, celui de la compétition et du challenge. Et en fait, ils ont réussi à la finir en 2 heures. Le moteur a été réparé, etc. La voiture, des fois, on a dû la tracter parce que, évidemment, mais malgré tout, on a fini ce film. Et pour l'anecdote, ce film qui était le lancement de l'Audi Q7 dans le monde. Et c'était un film qui était très, très, très attendu, où il y avait vraiment un grand challenge au niveau de la manière de filmer, d'où l'utilisation de ce fameux Russian Arm. Où la caméra sortait de sol, sortait de l'eau, allait dans les airs, revenait, etc. Et ce film a été fait de manière complètement bricolée et a gagné 35 prix dans le monde. Donc ça me fait toujours sourire de savoir un peu ce qu'il y avait derrière, et c'est toujours intéressant. Ça c'est le film Quartier, où on a amené les panthères en haute montagne.
C'est la première fois qu'elles voyaient la neige. On ne connaissait pas à l'avance leur réaction. Et Thierry Leportier m'avait dit, s'il faut, elles ne voudront même pas sortir de leur cage parce qu'elles n'ont jamais vu la neige de leur vie. Dès qu'elles sont sorties de leur cage et qu'elles ont vu la neige, elles se sont roulées dedans comme des chatons, donc c'était un pur bonheur. Il y avait des choses assez... sur ce film notamment, l'avion qu'on vient de voir, c'est l'avion de Santos Dumont. Je suis toujours partisan pour filmer le plus de choses à la caméra, vraiment d'avoir le film le plus organique possible. Je pense qu'aujourd'hui, même le grand public, c'est très bien qu'on peut quasiment tout faire avec les effets spéciaux. Je pense que le film a quand même se doit d'avoir pour moi une densité émotionnelle et une véritable proximité, un lien affectif avec le spectateur. Et pour créer ce lien, je pense que faire quelque chose qui soit entièrement et 100% virtuel, ça n'aide pas. Donc c'est pour ça que je travaille toujours au maximum en décor naturel, avec des éléments naturels. Et les effets spéciaux sont vraiment là pour prolonger l'idée créative. On ne cherche pas à remplacer. Dans le cadre de l'avion qu'on a vu tout à l'heure, on avait effectivement la possibilité de faire toute cette séquence avec un avion en 3D. On a décidé de reconstruire cet avion. Et on l'a construit d'ailleurs d'après les propres plans de Santos Dumont. Le simple fait d'avoir cet avion, ça a créé qu'évidemment on a tourné la séquence, je l'ai tourné à la séquence telle que je l'imaginais, mais il y a eu un plus, c'est qu'à un moment donné, la panthère a sauté sur l'avion. C'était un film qui était assez intéressant, on avait recréé un univers sous-marin entièrement en feuille de papier. Ça fait partie aussi des choses que je trouve assez admirable, c'est de pouvoir travailler avec des gens d'immenses talents. Au départ, il y a une agence, il y a des créatifs avec qui on collabore, on développe des projets, mais ensuite, toute la partie purement de l'exécution, c'est vraiment un travail incroyable d'échange permanent. On n'est pas seul dans son coin à faire les choses, on agit plus comme un chef d'orchestre. Ça, c'est toujours la même série de films. Là, on avait fait un paysage entièrement avec des instruments de musique. Et alors, il y a cette approche, là, vous avez vu furtivement, qui pour moi est absolument essentielle, c'est la faculté et le plaisir qu'on peut avoir à travailler en toute petite équipe, avec une seule caméra, et de partir comme ça, presque avec une idée assez vague de ce qu'on va faire, et d'écrire les choses un peu au jour le jour. Ça, je l'avais fait pour ce film-là, d'ailleurs. C'était le premier film pour Louis Vuitton. À l'époque, donc, les gens de Louis Vuitton, c'est comme pour le film Cartier, c'était le premier film de l'histoire de la marque. Et sur Vuitton, l'idée, c'était de se recentrer vraiment sur le voyage. Et comment présenter le voyage et comment parler du voyage. Il y avait une façon assez simple de le faire, pas forcément très facile, mais assez simple, c'était de nous mettre nous-mêmes dans la position de voyageurs. Donc, ce que j'ai dit avec Antoine Arnaud à l'époque, c'est qu'on va partir avec une toute petite équipe, caméra à l'épaule, et contrairement à ce qu'on fait habituellement dans la publicité, avec un peu plus de moyens mais très peu de temps, nous on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va avoir très peu de moyens, mais on va avoir beaucoup de temps. Et je lui ai dit, on va partir sans storyboard. Et on va écrire l'histoire au jour le jour, un petit peu à la manière d'un carnet de voyage sensoriel, émotionnel, où l'histoire va se raconter au fil des rencontres, au fil des lieux. Alors il y a eu un blanc de quelques secondes, et les gens de Vuitton y ont cru. Ils m'ont fait confiance sur ce projet, sur ce challenge, et effectivement l'histoire s'est faite de cette façon. Ce film s'est construit de cette façon. Donc c'est vraiment, on est à l'opposé d'une approche hyper préparée, malgré la notoriété de la marque. On est vraiment dans quelque chose de très très intuitif, très sensoriel et très instinctif. Et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. Enfin, on reparlait du film Cartier tout à l'heure, qui est un film très très préparé, mais malgré tout il y avait une énorme part de choses improvisées. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'on travaillait avec des animaux sauvages. Une panthère, c'est quasi indressable, et je l'ai vite compris d'ailleurs. Donc en fait, c'était plutôt à moi de m'adapter à elle qu'à elle de s'adapter à rentrer dans un cursus scénaristique ou autre. Et ça, c'est vrai que c'est une grande faculté, je pense, lorsqu'on veut s'attaquer à ce genre de projet, c'est savoir être extrêmement réactif. Ça, c'était une grande première. On avait tourné dans le sud du Chili, en Patagonie, et on avait fait des plans à l'intérieur d'un glacier. C'était une sacrée aventure parce qu'on partait à 2h du matin. On arrivait au pied du glacier qu'il fallait escalader avec le matériel, etc. On arrivait au pied du glacier à 6h et on était prêt à tourner à midi pour à peu près 1 heure de tournage, pas plus, parce que l'eau est tellement glacée qu'on ne peut pas tourner plus qu'1 heure. Donc ça, c'était des choses assez intenses, mais qui ont permis de ramener des images qui étaient assez étonnantes. J'ai fait plusieurs films avec lui. Gustavo, je suis parti dans son atelier, dans son studio à Los Angeles. Quand je dis atelier, c'est vraiment une sorte d'atelier avec des instruments anciens dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment un bohème, c'est un véritable artiste. Et lui, il travaille que d'une façon. Il n'écrit pas, il improvise. Il regarde le film et il joue.
et il joue. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On a passé la nuit entière. Et au petit matin, à 7h, il avait la musique du film. Et c'est un très, très grand monsieur. Voilà, très grand monsieur. Mais il y en a d'autres. Il y a des gens comme Bruno Coulet, avec qui j'aime beaucoup travailler. Raphaël Ibanez de Garallo, enfin des gens, des grands compositeurs. C'est vrai que ce sont des gens qui comptent beaucoup pour moi. Par rapport justement à ce que vous pouvez apporter à un storyboard et à la façon dont vous pouvez le pousser, s'il y avait un film ou deux, peu importe, sur lesquels on pourrait se faire une idée de voilà, l'interaction qu'il y a pu avoir avec les créatifs entre le point de départ et le résultat final. Il y a un peu deux catégories de films dans la publicité. Il y a des films où, de toute façon, il ne fait pas bon spécialement d'improviser parce que ce n'est pas le propos, et puis c'est pas ce qu'on vous demande, et il n'y a pas de raison. Surtout, il n'y a pas matière. Et il y a d'autres types de films, effectivement, notamment pour des marques qui ont besoin d'une grande valeur ajoutée en termes de création et en termes artistiques, sur lesquels on demande à des créateurs, effectivement, d'apporter leur vision, d'apporter leur patte, d'apporter une part de leur imaginaire. Et sur ces films-là, il y a quand même une demande, effectivement, un échange avec les créatifs. Et il y a de plus en plus de cas où il n'y a plus de storyboard, où en fait l'idée se résume à une ligne, et c'est à moi et à nous de développer le concept. Et alors je rebondis par rapport à cette patte que parfois les agences ou les créatifs peuvent venir chercher. Et en quel cas, il y a beaucoup de réalisateurs qui ont peur de se faire enfermer dans un registre, parfois. C'est peut-être pas votre cas. Je pense qu'il y a deux dangers qui guettent un créateur, dans les arts appliqués en tout cas. C'est effectivement de se faire enfermer par un style, mais également de devenir à la mode. Un créateur qui devient trop vite à la mode, c'est presque c'est un grand danger pour lui. Il ne faut pas se laisser enfermer dans un courant, il faut toujours essayer effectivement d'avoir plusieurs cordes dans son arc. Je parlais tout à l'heure de la façon de fabriquer même et d'approcher certains types de projets. Je comparais des films, comme vous avez vu tout à l'heure dans les images de tournage. Il y a plein de choses, des fois, qui sont incroyables au niveau de tournage, des équipes de 200 personnes, et parfois on fait des films à 3. Et il faut savoir faire les deux, avec autant d'intensité et d'investissement et de passion. C'est aussi une façon de ne pas s'enfermer dans une catégorie de films. Quelle est pour toi la différence entre travailler pour de la publicité et quelque chose où tu as plus de liberté? Est-ce que c'est des façons de travailler qui sont différentes? Est-ce que tu ressens quelque chose de différent quand tu le fais? Moi, j'essaie de m'affranchir de ça, justement. L'issue est différente, et il ne faut pas s'en cacher. Il y a une commande, c'est une commande. Un travail personnel, c'est un travail personnel. Après, dans l'intensité créative que je peux mettre dans un projet, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que lorsque j'ai un film à faire, par exemple, ou une photo de commande, je cherche, je m'arrête pas tant que j'ai pas trouvé, et même quand j'ai trouvé, je continue de chercher. C'est vraiment, chez moi, je suis quasiment insatiable de ce point de vue-là. Et au moment où je trouve, et ça peut être un plan, comme une photo, pour un travail personnel ou un film d'art vidéo, en tant que créateur, on le ressent toujours. C'est quelque chose de très intérieur, mais on se dit, voilà, ça, on y est. Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 3 jours. Donc en fait, pour moi, de ce point de vue-là, du point de vue de la démarche créative, proprement dit, il n'y a aucune différence. Après, les tenants et les aboutissants sont différents. Et effectivement, dans mon approche que j'ai du film publicitaire, j'essaie vraiment, une fois de plus, ce que je disais en introduction, de pousser tous les curseurs, d'aller vraiment le plus loin possible et de jamais me satisfaire de 3 images à tourner. S'il y a une autre façon d'appréhender le projet, je vais toujours le proposer. Moi, je serais curieux de savoir comment vous avez commencé, en fait. J'ai fait une école d'art, j'ai fait les Beaux-Arts à Toulouse pendant 5 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande toujours. Est-ce que ça vaut le coup de faire une école d'art lorsqu'on se destine à un métier de création? Et je dis toujours oui, ça vaut le coup. On prend beaucoup d'une école d'art parce qu'on va y amener beaucoup soi-même. Si vraiment on amène des choses soi-même, ça va être formidable. Ça va être formidable parce que c'est à un moment donné un laps de temps assez sacré dans sa vie, dans son parcours, où on peut faire de la création sans être obligé de gagner sa vie avec. Et surtout pour des très jeunes, je pense que la meilleure façon de perdre de l'argent, c'est de vouloir en gagner trop tôt. Il faut vraiment cultiver son terrain. C'est vraiment c'est une sorte de gymnastique créative permanente. Ce qu'on va faire pendant ces années-là, ce qu'on va développer pendant ces années-là, ça ne représente pas grand-chose par rapport à toute une vie, mais on va souvent continuer à aller puiser tout au long de sa vie. Moi, je continue. J'ai beaucoup de choses que j'ai développées pendant ces années-là, du point de vue expérimental, et une certaine façon de travailler aussi, probablement. Et c'est vrai que c'est un terreau incroyable. Donc je dis toujours, oui, effectivement, il faut faire une école d'art. Je pense qu'on ne perd pas son temps lorsqu'on se destine à ça.
Après ça, nous étions au début des années 90. Et je suis rentré, j'ai eu la chance de rentrer directement dans une agence comme directeur artistique, ce qui n'est pas souvent le cas. C'était au Ogilvy. C'est monsieur Christian Reuilly, qui j'ai travaillé quelques années plus tard, notamment sur le film Vuitton, parce que je voulais connaître la création vue de l'intérieur d'une agence. Très sincèrement, je pense que j'étais pas forcément du bon côté de la barrière. J'ai appris beaucoup de choses, mais je me suis très vite rendu compte que c'est vraiment de l'autre côté que j'avais envie d'être, c'est-à-dire du côté des créateurs d'images, du côté des photographes, des réalisateurs. J'ai fait ça pendant quelques années, pendant 3 ans exactement, entre Publicis et Ogilvy. Mais en même temps, je faisais des films. C'est-à-dire que j'étais en agence le jour et la nuit, je faisais des films que je montais. Donc ça ne pouvait pas tenir très longtemps, forcément. Je faisais beaucoup de génériques pour la télévision et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des films. Votre travail, il est fait d'un langage visuel très fort. Et je me demande si un jour, vous allez utiliser aussi derrière les mots, où ça ne vous intéresse pas du tout de mélanger l'image et les mots ou les textes, qui fait aussi, dans le cinéma en général, un travail d'émotion. Travailler avec des acteurs, avec des dialogues, c'est quelque chose. Alors je l'ai fait, je l'ai fait. Alors malheureusement, c'est des projets que je ne peux pas vous montrer. Mais, je l'ai fait et ça va tout à fait dans le sens de ce que moi j'aime dans le cinéma. Ce qui reste avant tout dans un film, c'est l'histoire. C'est ça qui. Tout ce qui est visuel, ça peut passer, tout ce qui est de l'ordre du style vieillit. Une histoire ne vieillit jamais. C'est pour ça qu'on peut regarder encore un vieux film en noir et blanc des années 30, un magnifique film, un film de Carnet, un film de Clouzot, et être complètement bouleversé, scotché devant son écran, alors que le film a 50 ans, un demi-siècle. Parce que l'histoire, elle, n'a pas bougé. Merci à vous. Merci beaucoup Bruno.